agricole. On se parle de tracteurs, y'a les peines, pis les menteurs, on se lève de bonne humeur, pis on compte pas nos heures. Christian Dionne est là. Agricole, 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 agricole. Bienvenue dans le podcast agricole du Québec avec Christian Dionne. Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et oui, cette semaine, je vais faire un podcast en solo, juste parce que mauvais timing de trouver des invités pour le podcast. J'ai eu, les derniers temps ont été pas mal occupés, souvent le soir, j'étais brûlé. Ça me le disait pas vraiment d'enregistrer ou quoi que ce soit. Et puis là, un moment donné, j'étais arrivé pour enregistrer avec quelqu'un, mais son son était vraiment mauvais, donc on a reporté ça. Donc, en attendant, ben là, c'est pas encore équipé, mais en tout cas, ça va s'en venir. Pour commencer, hey, j'aimerais ça saluer tous les auditeurs, puis vous remercier aussi d'être là chaque semaine. On voit j'ai mes statistiques, les chiffres augmentent. Avant ça, j'avais des objectifs, c'est-à-dire, avoir un certain nombre d'écoutes après un certain nombre de temps. Donc là, ce nombre d'écoutes-là, il arrive dans un délai de plus en plus court. Donc, je vous remercie beaucoup. Cette semaine aussi, j'ai reçu par texto un message de quelqu'un qui a participé au podcast. Elle dit Hey, Christian, je pense que j'ai trouvé le quartier général de tes fans de podcast. J'ai dit, ah oui, c'est quoi ça? Fait qu'elle avait été aux journées fracassantes, je pense, puis plusieurs personnes semblent être des fans des podcasts de garage. Qu'est-ce que je dis? Des podcasts agricoles du Québec. Donc, je vous remercie beaucoup. C'est super le fun d'apprendre ça. Ça nous donne un peu de gaz dans le réservoir. Comme vous savez, on fait ça comme pas mal gratuitement. On n'a pas de paye pour ça. Fait que d'avoir des messages d'encouragement de la sorte, là, c'est super, super, super le fun. Donc là, je vais vous parler un peu de ma dernière saison, mes dernières récoltes. Moi, comme je l'ai déjà mentionné, je produis de l'orge de brasserie. Je produis aussi cette année, c'était la première fois que je faisais ça, du blé de semence. Donc, le rendement cette année dans mon orge de brasserie était quand même surprenamment bon. Donc, j'ai eu 4,5 tonnes à l'hectare, ce qui donne environ 1 tonne 82 à l'acre. Ça, c'est ce que j'ai livré. Il m'en reste encore un petit peu, mais pas beaucoup. L'année passée, j'ai eu environ 1 tonne et quart à l'acre, mais tu sais, c'était vraiment sec. Mais cette année, oui, c'était sec, mais il s'est mis à mouiller au mois de juillet, donc il a mouillé beaucoup plus tôt, ce qui a carrément sauvé la saison des céréales, je dirais. Puis, je fais de l'orge de brasserie. Pourquoi je fais de l'orge de brasserie? C'est la première année que j'ai fait des céréales. Il y a quelqu'un qui m'a proposé cette culture-là. Et puis, je l'ai essayé. J'ai été très surpris des rendements. J'avais eu 2 tonnes à l'acre. Puis, c'est une culture que j'apprécie. Je sais pas pourquoi. J'aime faire ça. Il y a du monde qui aime faire de l'avoine. Il y en a qui aiment ça faire du blé. Mais moi, en tout cas, l'orge de brasserie, c'est vraiment un coup de cœur pour moi. Bon, c'est sûr que côté paille versus du blé, ça rend beaucoup moins à paille. Mais c'est pas tellement grave. Moi, c'est le grain qui m'intéresse. Donc, puis, la première année que j'en ai fait, c'était en 2015. Et puis, je faisais faut fractionner l'azote. Il est arrivé une bad luck avec le barlot d'engrais chimique que le gars du plan d'engrais l'avait calibré. Fait qu'au lieu de mettre 100 kg à l'hectare, j'avais mis, je pense, 460 kg à l'hectare de 27. Fait que, oui, il était surfertilisé, il est arrivé une bad luck, oui. Puis là, je voulais la récolter, c'est bien sûr, après un certain temps, mais là, il y avait tellement d'azote dans la tige que la tige, elle mûrissait pas, elle restait verte. Fait que là, tu sais, j'ai attendu qu'elle mûrisse avant de rentrer là-dedans avec la batteuse. Une fois qu'elle était rendue assez mûre, j'étais arrivé là-dedans avec la batteuse, j'ai fait à peu près 2000 pieds. Pouf! J'ai sauté le moteur. Fait que, on ramène tout ça à la maison.
Fait que j'ai appelé quelqu'un qui fait du forfait pour qu'il vienne battre mes céréales. Là. La personne me dit, tu sais, j'ai d'autres clients à faire avant toi. Là. Oh, j'ai pas de problème. Fais tes clients, t'en viendras avec tes finis. Fait qu'elle est arrivée. On a tout battu ça, on a mis ça dans le silo. Après, je l'ai séché, je l'ai envoyé faut la faire classer, vu que c'est de l'orge de brasserie. Puis elle classait pas parce que j'avais trop de grains qui avaient germé sur les pieds. Fait que là, il faut comprendre pourquoi, qu'est-ce qui est arrivé pour ça. Mais c'est ça. L'orge de brasserie, sa qualité première, c'est sa germination. Pour faire du malt, il faut qu'elle germe. Donc, ce qui est arrivé, c'est que vu que j'ai retardé les récoltes à cause que la paille mûrissait pas, à cause aussi parce que j'ai attendu après le forfaitaire parce que j'avais sauté le moteur dans ma batteuse, ben il arrive des fois des journées où mettons des fortes rosées, puis il fait chaud d'un jour, ou peut-être même une petite pluie qui fait que, à un moment donné, l'orge va germer un petit peu. Le pire, c'est que le germe, on ne le voit pas. Ils appellent ça pré-germination. J'étais à, je crois, 25% de pré-germination. Ils prennent jusqu'à 20 maximum. Donc, tu peux pas faire du malt avec un orge qui est déjà germé. Elle ne germera pas une deuxième fois. Donc, le lot a été déclassé à cause de ça. Côté toxine, j'en ai jamais eu. C'est-tu parce qu'elle est 2 rangs, elle sèche mieux ou quoi que ce soit? C'est ce qu'ils prétendent dire, mais en tout cas, j'ai jamais eu de problème de toxine dans l'orge de brasserie. Puis, ce que j'aime depuis ce temps-là, c'est que c'est facile à battre. Oui, ça s'égrène un peu dans le nez, là, mais c'est bien facile à battre. Puis, vu que la paille est courte, souvent, fait que moi, j'ai une petite batteuse, j'ai une 1640 qui est Saint-Air. Ça fait moins de volume aussi qui rentre dans la table. Puis c'est un vrai charme. En tout cas, j'adore l'orge de brasserie. Fouillez-moi pourquoi, mais en tout cas, c'est de même. Puis cette année, j'avais aussi du blé pour faire de la production de semences, c'est-à-dire la variété Bangor de Sémiquet, qui est vendue exclusivement par le réseau de Agrimarché. Et puis, bon, le blé, il était une secousse durant la saison. Tu sais, ça poussait pas. Je me disais, tabarouette. Serais-tu mieux de scraper puis de semer du soya à la place? Puis après ça, j'ai dit, non, bon, on va le laisser aller. Si je fais ça, ça va lui faire moins de semences. Fait que de toute manière, si, mettons qu'on n'a vraiment pas de rendement à cause de la saison, bon, on a l'assurance récolte. On ne court pas après l'assurance récolte, là. Mais tu sais, c'est comme un mal pour un bien, là. Mais en tout cas, je suis pas... Fait que je l'ai laissé aller. Puis finalement, tabarouette est venue super belle. Le rendement, je ne le sais pas encore parce qu'il est encore dans le silo. C'est du soya de semence. J'ai probablement pas loin d'une tonne .7, j'imagine, parce que j'avais une partie qui était en sable dans un champ, puis elle a mûri trop vite. Elle a échaudé aussi. Le rendement, tu sais, quand tu pognes un bout où il n'y a pas de rendement, ben, ça vient faire baisser la moyenne, veux pas. Dans le restant, là, j'ai un capteur de rendement. OK, il n'était pas calibré. Mais j'ai pogné, je pense, pas loin de 10 tonnes à l'hectare dans un champ, là, avec le blé avec le blé de semence. Puis, si je refais cette variété-là, c'est sûr que je vais y mettre un raccourcisseur de paille. Elle a versé à des places. Je m'attendais jamais de voir de l'orge du blé, je veux dire, devenir long et même verser un peu. Mais c'est un blé qui a besoin d'un raccourcisseur de paille. Puis là, c'était la première fois cette année, depuis 2015, je vous dirais, que là, je faisais des céréales dans des champs que j'avais pas besoin de niveler. Moi, je suis tout équipé. Je fais mon propre nivelage moi-même au laser. Puis depuis quelques années même, une fois que les céréales puis la paille est sortie du champ, ben là, en profite, je fais d'autres travaux. Je creuse les fossés. Je mets tout ça clean. Je fais aussi des tranchées filtrantes. Les tranchées filtrantes, bon, c'est pas tout le monde qui savent vraiment que c'est quoi. Dans le fond, là, c'est... On creuse un canal sens perpendiculaire du champ. On croise les drains, dans le fond, le sens perpendiculaire au drain. On met un drain enrobé dans le fond. On vient le collecter sur des drains déjà existants. Ou si le fossé est profond, vous pouvez l'envoyer aussi directement dans le fossé avec une sortie de drain. Puis on remplit tout le canal de sable.
Donc là, l'eau qui va descendre de la partie haute vers le bas, c'est pas juste l'écoulement de l'eau de surface, mais aussi il y a la nappe phréatique qui voyage. Donc cette eau-là, elle va pogner la tranchée filtrante, puis ça va en faire un peu moins à redescendre au chemin après ça. Donc c'est pour ça que, dans mon cas, j'ai beaucoup de terre lourde. J'ai très, très peu de pente. Très peu de pente. Et aussi, j'ai beaucoup... j'ai de la terre lourde, très peu de pente, et les terres longues. Dans le temps, ce qu'il faisait, c'est qu'il creusait un fossé de travers pour couper l'eau. Ça l'aidait. Mais là, aujourd'hui, bon, les fossés ont tous disparu. Fait que, dans le fond, c'est un peu d'aller rechercher l'effet d'un ancien fossé de travers, si on veut. Je sais pas... Je sais que dans le temps, avec le programme Prime Vert, il existait des subventions pour faire des tranchées filtrantes. Donc, pour ça, vous devez trouver un excavateur qui a une licence RBQ. Donc, pour faire ces travaux-là, vu qu'il y a une partie qui est payée par le gouvernement, ça prend vraiment la licence RBQ pour faire ça. Dans mon cas, j'ai jamais fait de demande de subvention parce que je m'appelle, je le fais moi-même, donc je paye le sable. C'est sûr, je vais payer les drains. Mais tout l'ouvrage, le restant, c'est moi qui le fais. Fait que je n'ai jamais demandé une scène au gouvernement pour faire ces travaux-là. Puis, moi, ça fait longtemps que j'ai commencé à en faire, peut-être en 2013, je crois, dans des champs, parce qu'on avait un champ il y avait des ronds qui n'avaient pas de soya, qui s'égouttaient pas trop bien. Et puis, on avait fait dans ce champ-là. Après, on n'avais pas fait trop ailleurs. Mais j'allais surtout dans des zones, dans des champs où c'était vraiment là, merdique, là, où il y a tout le temps un rond qui ne veut pas sécher, des trucs de même. Puis à partir de 2017, en 2017, c'est une année qui avait été assez mouilleuse, merci. Et puis, comme je te le disais, j'ai des terres assez fortes. Puis, puis c'était la première année aussi que j'avais utilisé les services qui s'appelait dans le temps Encirca. Donc, dans le fond, avec Pioneer, il y avait des imageries satellites qu'on pouvait avoir directement sur le téléphone. Donc, le champ en question, il avait été semé en soya. Puis, je voyais sur l'imagerie satellite, on part du chemin. L'imagerie, mettons, était bleue. Après ça, ça tombait un peu plus dans le vert. Donc, si je me souviens bien, bleu, c'est où est-ce que pas la végétation, mais l'indice de végétation, je veux dire, est super belle. Verte, ça diminue un petit peu. Puis quand tu tombes dans le mauve, ça fait dur. Donc, on part du chemin. C'est bleu. Ça vient un petit peu vers le vert. Puis à un moment donné, bang, ça coupe carré. Ça tombe dans le mauve. Puis plus qu'on monte vers le haut, bien, plus que la couleur s'améliore. Fait que là, c'était de comprendre, bon, qu'est-ce qui est arrivé là? Là, quand je l'ai bien vu, c'était une parcelle qui était en soya aussi. Puis, quand que je battais, ben, quand on arrivait à la ligne où ça tombait mauve, les plants de soya rapetissaient à tabarouette quasiment du 2/3, étaient vraiment petits. Puis là, à un moment donné, je vois, OK, le champ, il est plat. Il manque peut-être de pente. Là, à un moment donné, j'ai pris mon laser, j'étais allé tirer des niveaux pour le fun. Puis, à un moment donné, sur le sens de la longueur, ça paraissait pas à l'œil, mais ça finit par monter d'à peu près 3 pouces. C'est pas gros, 3 pouces. Mais en 2017, ce qui arrivait, c'est qu'il mouillait souvent, mais 20 mm et moins. Donc, l'eau, souvent, elle voyage entre les rangs. Puis là, si tu mets un petit barrage de 3 pouces, ben l'eau, elle accote là-dessus, puis ça refoule, puis ça refoule, puis ça refoule, puis ça refoule, puis ça refoule. C'est à cause de ça, dans le fond, là, à cause de ce petit barrage-là, qui faisait que ça coulait pas. Puis là, à un moment donné, je me suis rendu compte aussi, en nivelant mes propres terres, parce que la plupart de nos terres sont nivelées au laser, mais il y avait des gaffes que le gars faisait. Puis peut-être qu'il ne savait pas qu'il faisait des gaffes, parce que le problème de quelqu'un qui fait du nivellement à forfait, il fait rien que ça, c'est son métier. Mais justement, il ne cultive pas. Fait que toutes les erreurs qu'il fait, lui, il pense qu'il est correct, là, mais il ne voit pas le champ par après, il ne cultive pas, il ne voit pas les rendements diminuer ou quoi que ce soit. Parce que là, j'arrivais, je nivelais, puis, mettons, je m'en viens avec ma panne, puis à un moment donné, trop de terre. Voyons que c'est ça, trop de terre. Fait que là, je m'en vais voir plus loin. OK, la niveleuse se vide. Fait que souvent, ça arrivait, toutes des petites prunes qui paraissaient pas à l'œil, je les plumais, puis je les descendais dans un trou. Fait que là, il avait fait des barrages partout, parce que mon père, à un moment donné, il m'avait dit, après avoir fait niveler les terres au laser, les rendements ont baissé.
Pourquoi que les rendements ont baissé? Ben justement, c'est toutes des gaffes de même. Moi, je me souviens que le gars de la niveleuse m'avait dit, c'est pas grave ça, il y a un barrage, c'est pas grave. S'il mouille, ça va prendre le fossé. Oui. S'il tombe 2 pouces d'eau, oui. Mais quand il tombe 10 mm puis que l'eau voyage entre les reins, ben le barrage, il reste un barrage, là. Il sautera pas par-dessus, il passera pas à travers les racines si facilement pour se rendre au fossé. Fait que je suis tout en train de réparer ça depuis que j'ai commencé à niveler. Ben là, les rendements se sont mis à monter. Là on a beaucoup amélioré les rendements là, grâce à ça. Là. Je pense que ma niveleuse a été vraiment quelque chose de super rentable à acheter. Pourquoi j'ai acheté une niveleuse? C'est surtout parce que, à un moment donné, j'avais demandé à quelqu'un voir s'il avait le temps de venir niveler, puis il m'avait dit non. Puis là, j'ai dit, ouais. Mettons que je le fais niveler, puis il arrive, puis c'est frais un peu, il va masser à la terre. Bon, je pense que je vais checker avec la banque, voir si je passe pour avoir un prêt, première des choses. Quand je l'avais appelé, elle avait même pas checké mon dossier. Oh, c'est sûr que ça va passer, Christian, c'est sûr. OK, c'est beau. Fait que là, j'ai acheté ma niveleuse, j'ai acheté mon kit laser, donc le mât électrique avec le récepteur, l'installation pour mettre sur le tracteur. Mais je continue à louer le laser. Moi, j'en ai déjà un. J'avais un laser parce que j'ai fait de l'excavation. Fait que c'était un Trimble, un GL422. C'était le laser le plus cheap, le plus bas de gamme qu'il n'y avait pas. J'avais essayé de niveler avec ça, puis justement, à un moment donné, je me suis rendu compte que j'étais en train de faire une job de bas de gamme. Parce que ce laser-là, c'est pas de ce que plus précis, ça va pas aussi loin que le gros modèle. Donc là, je vais louer un GL722. C'est le modèle souvent que les draineurs utilisent ou d'autres niveleurs. Là. Ça coûte 900$ par mois à louer. Mais c'est parce que c'est... je vais me servir de ça peut-être cette année. Il y a quoi? Il a servi 6 jours, je pense, cette année? Non. Ah, peut-être 10 jours. Mais en tout cas, je ne m'en suis pas servi bien longtemps. Fait que, acheter une affaire de ce prix-là, pour le peu d'utilisation que j'en fais, je le loue puis ça finit là. Puis après ça, l'année que je nivelle pas, ben, c'est pas compliqué. Je le loue pas. Fait que j'ai pas cette dépense-là. Donc, c'est ça. Puis après ça, après avoir nivelé, ben là, cette année, j'ai étendu des bouts. J'avais des bouts de ville, des bouts qui arrivaient de la ville de Saint-Hyacinthe. Fait que ça fait... Je pense que c'est ma 3e année que j'utilise des bouts. À défaut, j'ai pas de fumier. J'ai pas beaucoup de la production animale dans le coin, mettons porcine. Il n'y en a pas. Ça a commencé, ça fait 20 ans qu'on a des premières porcheries. Puis ceux qui ont les porcheries, ben là, ils ont les terres, dans le fond, pour utiliser le fumier. Donc, j'utilise des bouts. J'utilise des bouts de Kruger ou Yagamac. Ça, c'est pour faire un amendement, faire une augmentation de matière organique dans le sol. J'ai utilisé aussi des bouts qui arrivent, des bouts séchés, granulés, qui s'appellent du Grand Mix, qui arrivent de la ville de Laval. Des bouts qui sont certifiés BNQ aussi. Et puis, là, j'utilise présentement des bouts de municipal et de Digesta agroalimentaire de Saint-Hyacinthe. Donc là, c'est des bouts, dans le fond, quand on passe à Saint-Hyacinthe, là, il y a les silos sur le bord. Ils font du gaz naturel avec ça. Et puis les bouts qui ressortent de ça, bon, ben, c'est ça qu'on peut mettre dans le champ. Bon, côté métaux lourds, mon côté métaux lourds, veut dire, si on change le mot métaux lourds pour oligo-éléments, ça passe-tu mieux? C'est vrai pareil. Est-ce qu'il y a de l'AMPA là-dedans? Je ne l'ai jamais fait tester, mais écoute, je fais pas ça belle des années. Là, je vais être capable d'avoir du fumier ici pas loin. Là. Ça s'en vient, en tout cas, ça s'enligne pour ça. Mais pour tout de suite, bon, j'utilise des bouts. Ça fait un job. T'sais, on n'en met pas gros, là. Comme le Grand Mix de la ville de Laval, c'est concentré comme un fumier de poulet. Donc, on mettait à peu près 1,5 tonne à l'acre de ça. Et puis, celle de Saint-Hyacinthe, c'est environ 4 tonnes à l'acre. Fait que c'est pas des grosses quantités. On est loin, mettons, du 20-35 tonnes à l'acre, mettons, de fumier de vache, là. Tu sais, une fois que c'est étendu, tu regardes à terre, là. Il n'y a pas grand danger que ça goûte.
Donc, c'est ça. Fait que j'ai fait étendre les bouts. Aussi dans mes champs, mes champs de céréales que j'avais pas d'affaires à niveler. Aux autres aussi, il y avait des bouts. Ensuite, j'ai étendu dans mes champs de blé que je nivelais pas. J'ai étendu, dans le fond, de l'avoine avec du seigle avec un barlot d'engrais de la coop. J'ai passé à des chômeuses là-dessus pour essayer d'enfouir un peu la paille parce que dans le blé, j'ai laissé la paille au champ. Et puis, l'autre affaire aussi, c'est que j'ai pas de chopper sur ma batteuse. Donc, la déchaumeuse, dans le fond, on pouvait servir à essayer de couper un petit peu la paille, l'enfouir superficiellement, enfouir aussi la semence que j'ai tendue à voler. Et puis, après ça, j'ai passé un décompacteur à peu près à 10 pouces de creux que j'ai passé là-dedans pour défoncer un petit peu là, le sol. Parce que je me suis rendu compte cette année, avec les rendements que j'avais dans mon soya, qui était loin d'être extraordinaire. Le semi-direct, oui, ça fonctionne, mais ça prend des engrais verts aussi pour l'aider. Puis ça fait 2-3 ans là, que la récolte de soya est difficile à faire, il mouille souvent. Puis semer un engrais vert dans ces conditions-là, après le soya, on s'en vient tard, il mouille, c'est frais. Fait que c'est pas winner. Puis dans le maïs, ben j'utilise pas de régras non plus pour la seule et simple raison, pour commencer, que j'ai une semeuse de limbe puis qui fonctionne à voler. Puis chez nous, à la volée, ça n'a jamais fonctionné. J'ai jamais eu de succès avec ça. Donc, je pense que je vais avoir remettre ça à l'ordre, là, mon petit de limbe, puis je m'en vais mettre ça à vendre. Je m'en sers pas. Fait que tant qu'à pas m'en servir, je pense que je m'en vais libérer un petit peu d'espace dans ma shed. J'avais un rack là-dessus, je faisais 9 espaces. J'avais même mis comme des espèces de doigts de faneur après pour essayer de gratouiller un petit peu la terre. Puis même à ça, ça n'a pas fonctionné. Sur ma terre inondable, à Baie-du-Fèvre, on fait des tests avec le pôle d'expertise. Et puis eux autres, ils ont acheté une semeuse Heinecker avec vraiment une unité de semis, 2 unités par entre-rang. Puis avec ça, ben, ça avait fonctionné à merveille. Même l'année passée, en 2020, où l'été était sec et il s'est mis à mouiller, surtout au début août, peut-être, qu'il s'est mis à mouiller. Mais sinon, tout avait bien germé. J'avais du régras partout dans le champ. Ça avait fait vraiment une belle job. Mais semer, on s'entend que la qualité est de loin supérieure que quand il s'est mis à voler. Donc, c'est ça. Fait que j'ai pas eu un rendement extraordinaire dans mon soya cette année. Puis le pire, c'est que je voyais que le soya avait de l'air à tirer de la patte. Mais tabarouette. OK, ça marchait, va voir. Mais là, au semis, il est arrivé que c'était un peu bizarre. T'sais, la terre était sèche sur le dessus, mais en dessous, c'était quand même frais. Il y avait de l'humidité dans la terre. Là. Et puis, moi, j'ai un planteur Vaderstad. Puis quand je fais du semi-direct, en arrière, je mets des roues en spike. Je pense que c'est du Martin Till. Les doigts descendent vraiment de chaque côté de la semence, puis ils rapprochent la terre vers la semence. Quand on travaille une terre qui est un peu fraîche de cette manière-là, des fois, c'est bien que ça croûte. Ça avait vraiment croûté parce qu'il n'est pas venu de pluie après. Puis c'était dur à faire lever la semence. Et puis, dans un champ, c'est-à-dire à l'automne passé, on avait fait des rayages un petit peu en battant le maïs, même si c'était sec, mais il y avait des ronds comme ça. Puis ce printemps, je suis monté avec la déchaumeuse, en travaillant avec la déchaumeuse. J'ai fait le rond, le spot où il y avait des petits rayages, puis je suis revenu dans le coup d'à côté. Une fois que j'ai fini de planter mon soya, partout ce que j'avais passé à la déchaumeuse, j'étais allé passer le brillon dans le rond, puis je suis revenu. Mais là, sur le capteur de rendement, quand j'ai pogné cette stripe-là, ça se tenait toujours en haut de 3,6, 3,7 tonnes à l'hectare. Fait que là, j'ai dit, oh, OK. Je pense que je vais regarder la météo un peu plus. S'il annonce sec, puis qu'il annonce pas de pluie, avant de semer le soya, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais passer à des chômeuses, je vais semer, je vais passer le brillon. Si pour annoncer de la pluie, ça va maintenir, mettons, la croûte du dessus, ça va la tenir plus humide, elle ne croûtera pas, puis ça va aider à faire lever le soya. Donc,
Tu sais, des années sèches de même, ça nous permet, parce qu'on n'a pas vu souvent, donc ça nous permet de se réajuster. Donc, faut pas voir ça comme, faut voir ça quand même d'un bon œil, là, parce qu'on est habitué qu'il mouille tout le temps le printemps, fait que quand on fait des gaffes du genre, ben là, c'est masqué par la pluie, fait que ça va bien après ça, on a fait une gaffe, mais sans le savoir, parce que ça a bien levé pareil. Comme l'année passée, si on recule, mettons, à l'automne 2019, où ce que l'année était vraiment, là, on s'en souvient de l'automne, là, la pire automne que tout le monde a vécu. Moi, j'ai pas fini de battre mon blé d'Inde cette année-là. Je l'ai fini au printemps parce que j'avais un séchoir que je pensais qu'il était brisé. Finalement, il n'était pas brisé. J'avais juste des valves de gelée. Fait que... Puis là, aussi, bon, ben, il faisait froid. Tu sais, on gaspillait du propane pour réchauffer l'air. On gaspillait du propane pour dégeler le grain. On gaspillait du propane pour faire fondre la neige. Donc, j'ai laissé le maïs dans le champ, puis je l'ai battu au printemps. Je pense que c'était une des plus belles affaires que j'ai faites. Sauf que, en battant au printemps, mais veut pas, ça a fait de la compaction de surface. Puis là, moi, je fais du semi-direct. Quand j'ai ajusté le planteur sur le bord du champ, comme que je fais d'habitude, mais le grain de cœur n'avait jamais passé là. À un moment donné, je regardais lever mon soya, ça levait vraiment tout croche. À un moment donné, je me suis mis à regarder où est-ce que le grain de cœur, où est-ce qu'il y a une roue de grain de cœur qui avait passé. Ma semence n'était pas dans la terre. Elle était sur la terre. Je ne m'étais pas méfié pantoute. J'avais pas mis assez de pression sur mes unités. Avoir mis une coche de plus de pression, j'aurais été correct, mais je ne l'avais pas fait. Mais tu sais, je ne m'étais pas méfié de ça. Fait que ça avait vraiment mal levé, ce champ-là, à cause de ça. La partie qui avait été battue à l'automne, ça avait levé bien égal partout parce que le grain de cœur ne s'est pas promené là, au printemps. Fait que c'était bien simple. Donc là, c'est ça avait mal levé, puis après ça est arrivé l'automne, le gel hâtif, assez hâtif. Donc dans ce champ-là, j'avais du soya qui était encore vert quand ça a gelé. Fait que ça vient handicaper le rendement une autre fois. Puis chose qu'on j'avais peut-être jamais vu, je sais pas s'il l'avait déjà vu, mais de la graille, l'automne, au mois d'octobre. Rentrer à batteuse d'urgence dans le garage parce qu'on voyait que l'orage s'en venait. Il est tombé de la grêle pendant une petite secousse. Le lendemain, là, je marchais le champ puis j'entendais les gousses rouvrir. Donc là, la grêle avait tout comme attaqué les gousses un peu. Puis avec le soleil, les gousses rouvraient. Je dois avoir perdu à peu près facilement 1/4 de tonne à l'acre à terre cette année-là, l'année 2020. Donc, maintenant, on va finir par l'avoir. Là, on n'aura pas de bad luck. Là. Yes. Hey, la semaine dernière, si on recule de quelques jours, j'ai fait un post sur la page Facebook des podcasts agricoles pour lancer une invitation au monde. Si jamais vous avez une idée, faire vous partir un petit podcast pour le fun. Moi, que je serais prêt à faire une journée de plus de diffusion que s'il y avait plusieurs intervenants. Chacun aurait sa journée. On ira en alternance. Parce que faire un podcast, bon, c'est une chose, mais le mettre sur une plateforme, puis il faut que le monde l'écoute, c'est là qui est plus rough. Donc là, dans mon cas, je commence à avoir du reach un peu plus. Je suis un petit peu plus connu. Le monde a déjà commencé, mettons, à suivre la page ou à être abonné, mettons, au podcast. Donc, en partant votre podcast, mettons, sur ma plateforme, ben, le monde va pouvoir commencer à l'écouter plus rapidement. Donc, ça va être plus facile pour vous autres de partir. Donc, c'est un peu une job de défrichage que je suis en train de faire. Donc, ça donnerait un bon coup de pouce. Puis, si vous avez une série de 3-4 podcasts à faire, ben, ce serait bien plus facile, dans votre cas, de publier via ma page que de publier tout ça de votre bord. Tu sais, dans le fond, c'est un peu ça le but quand j'ai parti des podcasts agricoles. Ce serait de faire comme une plateforme où il y aurait beaucoup de monde qui pourrait diffuser à partir de cette plateforme-là. Donc, c'est ça. Puis, dans le fond, ce que je veux, c'est surtout faire la promotion de l'agriculture. On n'est pas là pour dénigrer les autres formes. Il
Il y en a pas mal des podcasts là, que eux autres, ils prônent une sorte d'agriculture, puis rien que ça qui est bon, puis blablabla. Non, c'est pas ça. On peut-tu être ce qu'on veut être? Tu sais, oui, moi, j'en utilise du Roundup, là. Devenir biologique du jour au lendemain, moi, ça m'intéresse pas. Mais ça convient pas à tout le monde non plus, là. On peut être ce qu'on veut être, là. Donc, là, c'est de faire de la promotion, peu importe la forme d'agriculture que vous faites, peu importe ce que vous faites, il faut parler d'agriculture, puis ça en a parlé en bien, puis en faire de la promotion aussi. C'est le but du pourquoi que j'ai fait le podcast. Donc, on fait découvrir des productions, on fait découvrir des gens. Je pense que là-dessus, j'ai quand même une bonne réponse là-dessus. Autant que possible, on essaie de ne pas donner dans l'opinion, parce que là, c'est là qu'on va avoir des... soit de la entre parenthèses, de la marde d'un bord ou de l'autre. Donc, on essaie de s'en maintenir sans opinion, apolitique le plus possible. Ensuite de ça, puis c'est ça, puis ce post-là, j'ai pas acheté de publicité pour ça. Puis j'étais arrivé à peu près à... Parce que ceux qui ont des pages d'entreprise Facebook, vous allez comprendre un peu ce que je veux dire, mais il y a tout le temps le nombre de personnes atteintes. Un petit chiffre qui est en bas. Puis souvent, tu sais, je vais publier un podcast, je fais la promotion sur la page Facebook. C'est quand j'atteins 300 personnes touchées, là, c'est beau, là. Mais là, ce post-là, fouillez-moi pourquoi. J'arrive à quasiment 10 000, là. Je suis rendu à 9 700 quelque chose, là. Celle-là, je la comprends pas. L'algorithme de Facebook, je la comprends pas, mais pas en tout. J'ai jamais étudié, j'ai jamais cherché à comprendre non plus, là, mais celle-là, je la comprends pas. Mais pas en tout. Et à part de ça, il y a d'autres podcasts qui s'en viennent dans le monde agricole. La Terre de chez nous. Et au mois de juillet, il y avait eu un reportage sur les podcasts en agriculture. Donc, il y avait un petit carreau qui était écrit dedans que La Terre de chez nous s'en viendrait à l'automne avec un podcast. Donc, là, un moment donné, j'ai texté un journaliste. J'y ai demandé voir quand est-ce que ça s'en venait. Il m'a dit dans 2 semaines. Ça fait à peu près 2 semaines que j'y ai demandé. Ça doit être vraiment sur le bord d'arriver. Et puis, il y en a un autre aussi, c'est les producteurs de lait du Canada qui s'en viendraient aussi avec un podcast de leur côté. Donc, je vous souhaite la meilleure des chances. Puis, si j'ai juste un petit conseil à vous donner, mettez pas trop d'argent dans le projet. La raison est bien simple, c'est que un podcast au Québec, surtout quand on est niché, quand on atteint 200 écoutes, c'est bon. Là, dans le fond, c'est d'amener le monde vers l'écoute des podcasts, ce qui n'est pas encore fait, ce qui n'est pas une chose gagnée non plus. Puis, parce que si vous mettez bien de l'argent là-dedans, puis que vous voyez le nombre d'écoutes, ça se pourrait que vous deviendrez pas mal comme découragé. Donc, si on prend par exemple que Solio, qui a déjà fait une série de 6 podcasts, je pensais qu'il était parti pour en faire, mais finalement, ils ont arrêté à 6. Mais tu sais, on parle de 2018, 2019 peut-être. Fait que c'est sûr qu'il devait pas avoir d'écoute, mais pas pantoute. Là. Fait que là, tu sais, t'as payé un graphiste, t'as payé ici, t'as le jingle, puis t'engages quelqu'un, tu l'équipes, tu fais 6 podcasts parce que t'as pas d'écoute. Faut pas arriver, se mettre en avant le micro, puis penser à avoir les chiffres de Joe Rogan. Là. On n'est pas là pantoute, là. N'oubliez pas, on est un petit marché, le Québec. Puis en plus, on est niché dans l'agriculture. Donc, faut pas se décourager à envoyer les chiffres, le dire qu'on le fait pour le fun. Parce que moi, je fais vraiment ça pour le fun. Je suis pas payé. J'ai un compte Patreon, oui. Le monde s'abonne à mon Patreon, oui. Mais c'est surtout pour essayer de rembourser mes frais de dépenses, puis de dépenses. Les équipements que j'ai achetés. Parce qu'on s'entend, vous et moi, publier un podcast, bon, ça coûte rien. Moi, j'utilise la plateforme Anchor. Donc, Anchor appartient à Spotify. Puis, une fois qu'elle est publié sur Anchor, il est sur Spotify automatiquement. Puis après ça, il faut publier sur Apple Podcast aussi. Mais tu sais, tout se fait de manière automatique. Puis c'est avec des podcasts que j'ai appris c'était quoi aussi un fil, un lien RSS. J'ai jamais eu idée c'était quoi. Là, je l'ai appris.
Il y a d'autres podcasts en agriculture que vous pourriez suivre qui sont bien intéressants. Le temps d'une traite. Le temps d'une traite qui est de Trout Nutrition. Je crois que c'est comme le réseau SureGain. Je ne suis pas certain. Je ne fais pas affaire avec eux autres. Mais c'est ça. Eux autres, dans le fond, l'animatrice, bon, c'est tous des producteurs, productrices laitiers qui participent à son podcast, qui sont aussi clients du réseau Trout Nutrition, on s'entend. Mais elle fait 25 à 27 minutes par mois, puis c'est super le fun, super intéressant. Et puis aussi, il y a les gars du podcast. Bon, eux autres, c'est vraiment niché dans la production porcine, donnent de la technique dans la production porcine. Puis, il n'y a pas bien longtemps, on parle à la fin du mois de septembre. Bon, ben, les gars du podcast, Jean-Philippe Martineau puis Louis-Philippe Roy, ont organisé un gros party. Je pense que c'était à la Cache à Maxime, je crois, je ne suis pas certain, qui ont appelé le Big Pig Event. Puis, en tout cas, je pense que c'était ça compte. Tous les billets étaient vendus. Ça va d'être un méchant beau party. J'aurais pas détesté y aller, mais à la fin septembre, comme ça, puis dans mon cas, souvent, bon, ben, je connais pas trop mon horaire, tu sais, dans ce temps-là, on bat du soya. Fait que, moi, j'ai de la misère, moi, à prendre des rendez-vous longtemps d'avance de même, là, surtout dans le temps, surtout quand il y a des récoltes, là, à l'horizon, là, si j'avais organisé ça un peu plus l'hiver, j'aurais peut-être eu plus de chances de dire oui, mais tu sais, ils m'ont pas invité, là, mais je veux dire oui. Mais, non, juste pour l'événement, aller voir ça, puis aller rencontrer les gars, j'aurais bien aimé ça, mais en tout cas, on s'en reprendra une autre fois. Ensuite de ça, des petites suggestions télé. Il y a eu un reportage à Doc Humanité de Radio-Canada qui était fait sur une idée du journaliste et agronome Nicolas Mesli sur la perte des terres agricoles. Je vais prendre une petite gorgée de café. Donc là, il expliquait vraiment ceux qui sont, ben, il prenait surtout l'exemple de la ville de Laval, où est-ce que là, souvent, les producteurs sont complètement dingantes. Dingantes, tu sais. La ville grossit tout le temps, puis à un moment donné, tu te retrouves avec des quartiers résidentiels à côté du champ. Fait que là, avec des plaintes, quand il partait, le producteur laitier, quand il partait son compresseur à lait, il y avait toujours une police qui venait y porter un ticket. Parce qu'il y avait des plaintes. Ils ont fait un règlement hors cours, ça a coûté quand même cher d'avocat pendant plusieurs années. Mais tabarouette, ça n'a pas d'allure, tu sais. Comme au début de la semaine, il y avait eu un reportage aussi qui parlait des odeurs à Rivière-des-Prairies qui vient sur Rivière-des-Prairies, je pense que oui. Qui vient de l'usine des animaux morts, Sanimax. Là, le monde se plaigne que ça pue. Oui, c'est vrai que ça pue. Mais, il me semble, si la maison était pas chère, il y avait peut-être une raison aussi qu'elle était pas chère, là. Tu sais, t'as acheté une maison pas chère, mais là, tu te plains des odeurs. Maintenant, comme venir en campagne, les maisons sont moins chères. Ah, la vie à la campagne, ah, ça va être beau, ah, ça va être majestueux. Après ça, ça sent la marde. Ben oui, c'est de la campagne. Anyway, ça sent pas la marde 365 jours par année, on s'entend. Mais là, maintenant, réfléchissez un peu plus, là. Tu sais, si vous venez à la campagne, là, ça vient avec du fumier, là. Fait que, on n'arrêtera pas d'attendre pour vous faire plaisir, là. Donc, c'était ça. Puis l'autre suggestion, télévision. Si vous êtes abonné Amazon Prime Vidéo, Clarkson Farms. C'est Jérémy Clarkson qui est... C'est pas mal la vedette de l'émission, là. Je m'en allais dire ukrainienne parce que j'ai marqué UK, mais United Kingdom, le Royaume-Uni. L'émission Top Gear. Lui, dans le fond, il avait acheté une terre, il y avait un gérant, puis le gérant a décidé de prendre sa retraite. Fait que là, il s'est dit, tiens, je pense que je m'en vais cultiver moi-même. Puis, c'est de le voir dans ses aventures d'apprendre le métier d'agriculteur avec toutes ces idées des fois qu'il a.
Ah non, c'est vraiment une bonne émission. Je l'ai beaucoup aimé. Je connais l'émission Top Gear, bien que je sais c'est quoi. Je l'ai jamais écouté parce que je suis pas un amateur de ces émissions-là, des émissions de char, là, des patentes de même. Je suis pas amateur de ça pas pour 5 minutes, pas pour 5 secondes, je veux dire. Puis, non, j'ai vraiment aimé le côté qu'ils ont montré. Tu sais, le gars, à un moment donné, il dit, là, on n'est pas capable de sommeil. Ben non, fait un que mouiller. Puis là, il a travaillé toute l'année. Puis il a clairé, je pense, à la fin, juste avant d'avoir des subventions, une affaire comme 127 livres anglaises. Là, il dit, t'es en train de me dire qu'on a travaillé fort toute l'année, puis c'est tout ce qu'on a récolté, c'est 127 livres? Il dit, oui. Puis là, à un moment donné, le mot de la fin de Jeremy Clarkson, quand il avait dit, quand un producteur agricole se plaint de la météo, serrez-les dans vos bras puis donnez-y une bière. Il n'y a rien d'autre à faire, dans le fond, là. Mais non, puis là, il va y avoir une saison 2. Mais je vous recommande chaudement cet épisode-là. Cette série-là. Je me souviens pas, je pense qu'il y avait 7 épisodes dans la série. C'était de le voir, tu sais, c'est un gars de char sport, hein. Il a acheté un tracteur, fait qu'il a acheté un Lamborghini. Ensuite de ça, hey, Julien Dupasquier, le érablement bon, la tournée du food truck. Je tiens à le féliciter. Écoute, l'ouvrage qu'il a mis dans ce petit projet-là, de se promener, faire des tournées, faire plusieurs fermes, souvent 6 fermes dans la même fin de semaine. Dîner, souper, vendredi, samedi, dimanche. C'était vraiment un événement qui était rassembleur. Tu sais, on ne va pas sortir, on est encore un peu confiné d'une certaine façon. Il y a des rencontres de producteurs, il n'y en a pas eu. Ça commence au mois de septembre, il a commencé à en avoir quelques-unes. Il y a eu l'Expo Champ aussi. Mais tu sais, il n'y a plus d'encans. Il y en a bien qui suivent les encans, puis c'est une bonne occasion de faire de la jasette entre producteurs. Mais là, juste de faire sa tournée de food truck, là, c'était vraiment, franchement, une très, très, très bonne idée. Moi, j'y ai venu chez nous le dimanche 27 juin pour souper. Et puis là, il a terminé le 17 octobre, je veux dire, chez eux. Puis l'idée aussi de donner de l'argent avec une pièce par poutine pour l'organisme Au cœur des familles agricoles, c'était franchement encore là une super de bonne idée. Et puis, je ne sais pas quel montant qu'il peut avoir ramassé chez eux, mais quand il est allé à la ferme à Danville, le port du Roi, chez Stéphane Roy, avec les commanditaires, ils ont ramassé pas loin de 13 000 $, me semble, pour l'organisme Au cœur des familles agricoles. Vraiment, là, chapeau à l'organisation, chapeau à tout le monde, chapeau aux donateurs. Écoute, c'est vraiment merveilleux. Tout ce que vous avez fait là, pour cet organisme-là, là, c'était vraiment merveilleux. Et puis, en tout cas, surtout le travail que ça peut demander à Julien de tout faire ça, l'organisation, trouver les fermes, trouver sa run. Il se lève de bonne heure, commence de bonne heure à faire ses beignes, mettons, ces affaires-là. Ah non, un méchant bon travaillant, un méchant bon gars, puis Julien, je te remercie, puis je te félicite, puis je t'encourage à continuer. Puis Julien, l'invitation tient toujours, ça n'a juste pas donné qu'on puisse faire un enregistrement de podcast ensemble, mais c'est sûr que je veux t'inviter parce que là, t'es rendu que tu fais plusieurs boutiques érablement bons. Tu réussis à te débrouiller pas pire, très, très pas pire, tabarouette. Super bien. Puis t'as pas de contingent, donc là, il faut que tu vends tous tes produits toi-même. Ah non, t'es vraiment un exemple à suivre, là. Je te félicite pour tout ce que tu fais. Donc, puis c'est ça. Puis ensuite de ça aussi, comme que je disais, je fais ça gratuitement, mais j'ai mon abonnement Patreon. Pourquoi Patreon? C'est une plateforme qui est payante. C'est sûr que
d'amener le monde à écouter des podcasts, c'est déjà un défi en soi. Puis après ça, amener le monde à payer un abonnement pour écouter quelqu'un parler, c'est un autre défi en soi. Ça arrive des fois que j'ai des invités, par exemple, où on a une partie qui est exclusivement Patreon, complètement à la fin. Si je prends par exemple avec Marie-Louise Lemire, à un moment donné, elle s'était mise à parler de quelque chose, elle dit « Ah, j'en parlerai pas trop ». Fait que là, moi, ça a allumé une lumière. Une fois qu'on a comme fait l'enregistrement, j'ai mis ma console sur pause. J'ai dit à Marie-Louise, « T'as-tu envie d'en parler? » Mais dans la partie payante. Elle a dit oui. Fait qu'on a reparti l'enregistrement, assez complètement vidé de cœur. Puis les commentaires, j'ai eu des commentaires de ça. Il dit, ouais, juste pour l'abonnement, là, ce podcast-là, ça valait la peine. Puis j'ai aussi une émission que je fais mensuellement sur Patreon avec Alexandre Couture, qui est mon représentant pionnier, mon agronome aussi dans... Bon, mon agronome indépendant pour mes pesticides, si vous voulez. Avec lui, on y va un peu plus. Là, on est vraiment plus temporel. On prend des articles de journaux qui ont sorti durant le mois. Puis on remet les pendules à l'heure, dans le fond, parce qu'il y a des affaires, des fois, qui sont complètement vides de sens ou le journaliste n'a pas fait de travail de recherche ou quoi que ce soit. Donc, on reprend ça, puis on en rejase un peu avec ça. Non, c'est vraiment... puis Alexandre, c'est vraiment quelqu'un qui s'exprime très, très bien. Un agronome super, super, super compétent. Puis c'est celui aussi, si vous ne le connaissez pas, là, il y a eu un petit reportage de vidéo de Radio-Canada. Je ne me souviens plus comment que ça s'appelait. Mais en tout cas, où ce qui parlait surtout des insecticides là, en agriculture, surtout dans les cultures de maïs et de soya. Bon, ben l'agronome qui était là-dedans, qui était dans les champs de maïs qui avait été mangé par les insectes, c'est Alexandre. C'est lui. Donc, c'est ça. Bon, fait que sur ça, bon, ben, là, j'espère que je vais commencer mes récoltes de maïs. Probablement, là, on est aujourd'hui, on est le 19 octobre. Donc, aujourd'hui, cet après-midi, je devrais probablement commencer mon maïs. Puis, si tout va bien, j'en aurai pas pour tellement longtemps. Puis, je vais essayer de me trouver quelqu'un pour enregistrer la semaine prochaine aussi. Juste des mauvais timings, là. On va essayer de s'y remettre. Donc, sur ça, je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup d'être à l'écoute des podcasts agricoles du Québec. Et continue de m'encourager. Puis, oui, Colin, attends un petit peu. Tu sais, des fois, du feedback. Tu sais, j'en ai pas vraiment. C'est rare que j'en ai. Mais il y en a un que j'ai resté assez surpris d'avoir quand même pas mal de feedback positif. Du feedback négatif, on n'en a pas parce que, tu sais, écoute, si tu m'aimes pas, ben, tu m'écoutes pas. Fait que, tu sais, il y a personne qui a un bras tordu pour écouter les podcasts, là. Et ça, peu importe les podcasts. Mais celui que j'ai fait avec l'animateur des podcasts de garage, Plafond Zanetti, je sais pas, peut-être que le monde n'avait pas d'attente, ça va pas trop sticky, mais tabarouette, le feedback que j'ai eu suite à ce podcast-là, que le monde avait vraiment aimé ça, tu sais, là, on allait vraiment toucher la main-d'œuvre, parce que c'est un gars qui travaille dans la gestion de main-d'œuvre, fait que s'il y avait des trucs à nous donner, des trucs genre, ah non, je m'attendais pas à ça, d'avoir autant de feedback que ça, mais non, j'étais bien content. J'étais bien fier de ma prise. Puis tellement un bon gars aussi. Plafond, tellement. Donc, bon, ben c'est ça. Là, on va closer ça. Donc, je vous remercie beaucoup d'être à l'écoute des podcasts agricoles du Québec. Partagez sur vos réseaux sociaux. Hein, j'ai pas beaucoup de partage. Ah ouais, plus de partage, ben ça amènerait un petit peu plus de visibilité aussi. Ben, tu sais, c'est sûr que j'ai pas de commanditaire, j'ai rien à vendre en tant que tel, mais en tout cas, ça fait rien. Donc, je vous remercie beaucoup, puis à la prochaine, puis à la semaine prochaine. Salut, bye bye!